Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Dominique Garcia, président de l'INRA, Institut national pour la recherche. On en parlera tout à l'heure, de recherche archéologique et préventive. Recherche archéologique préventive, voilà. Qui a accepté de venir prendre la parole au printemps d'interdisciplinarité. C'était pour moi important parce que l'INRA a particulièrement vu ses techniques de fouilles évoluer et puis d'analyse des fouilles. Et voilà, pour avoir quelques étudiants qui s'orientent vers cette voie-là régulièrement, je m'étais dit que c'était une bonne idée de vous entendre en tant qu'à la fois enseignant-chercheur et responsable d'un grand établissement sur ces questions d'interdisciplinarité. La parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci pour cette invitation au collège sur un sujet sur l'interdisciplinarité. Donc, je vais aborder les enjeux de l'interdisciplinarité par le spectre de l'archéologie préventive. Pendant longtemps, l'archéologie a été présentée comme une discipline auxiliaire de l'histoire. La démarche des archéologues était soit de fouiller des sites pour illustrer des discours historiques, essentiellement sur l'Antiquité gréco-romaine, voire pendant longtemps, et peut-être que les rebondissements de l'actualité ces derniers temps autour des antiquités volées, pendant longtemps, le travail des archéologues aussi a été de retrouver des objets qui venaient remplir les musées occidentaux. Mais c'est au XIXe siècle, poussé par Victor Hugo, qui, scandalisé par la démolition de nombreux monuments médiévaux, lance un appel dans un article devenu célèbre, qui était donc « Guerre aux démolisseurs ». C'est-à-dire qu'en fin de compte, au milieu du XIXe siècle, les archéologues ou la société civile se rendent compte qu'au-delà des vestiges archéologiques du bassin méditerranéen, il existe des vestiges archéologiques en France, en métropole, sur le territoire national, que ces objets archéologiques sont l'objet de destruction massive. Et donc, 1825, le cri de Victor Hugo est sans doute la première fois où on va remettre le projecteur sur le territoire national. En 1834, Prosper Mérimée est nommé inspecteur général des monuments historiques et pour la première fois, l'archéologie française bénéficie d'une véritable attention de la part des pouvoirs publics. Donc pour les antiquités nationales, on s'aperçoit que c'est quelque chose de relativement récent, 1834. Et il a fallu en fin de compte attendre 1941, donc le régime de Vichy, pour pouvoir promulguer la première loi sur l'archéologie nationale, et notamment les fouilles et la demande d'autorisation pour réaliser ces fouilles, loi qui ensuite a été validée en 1945 et qui reste encore en usage. Cependant, le grand bouleversement de l'archéologie nationale et ses liens, et on va le voir, le développement de son caractère interdisciplinaire, est lié aux 30 Glorieuses et aux aménagements qui ont eu lieu partout en France durant l'après-guerre. Et c'est 2 ou 3 grands scandales au niveau national, notamment la fouille du Parvis Notre-Dame, la fouille de la Bourse à Marseille et la fouille du Verbe incarné à Lyon, dans lequel des maires bâtisseurs vont s'affronter avec la société civile, des associations, des universitaires, mais également tout simplement des citoyens qui vont être outrés par la démolition du patrimoine, et notamment dans le cas marseillais, je vous renvoie aux échanges savoureux entre Gaston Defferre, maire bâtisseur de Marseille dans les années 60, le scandale de la Bourse, c'est 1967, et en face, il avait la société civile marseillaise et puis le ministre de la Culture de l'époque, André Malraux. Et on a, avec la fouille du Parvis Notre-Dame
avec la fouille de la Bourse à Marseille et avec la fouille du ver incarné à Lyon, les premières grandes opérations urbaines dans lesquelles l'archéologie s'impose sur l'aménagement du territoire et où on va débuter ce qu'on appelle l'archéologie de sauvetage, c'est-à-dire où les archéologues vont étudier les vestiges de la période grecque à Marseille jusqu'à la fin du Moyen-Âge, voire l'époque moderne à Paris, étudier les vestiges avant leur destruction et laisser libre l'aménagement. Ce système d'archéologie de sauvetage va trouver ses limites dans les années 1990, un moment où l'aménagement du territoire national prend une ampleur extrêmement importante et où normalement et où notamment est aménagé dans notre pays les grands axes autoroutiers, les grandes voies de TGV et où à ce moment-là va être mis en place un système qui n'était pas encore cadré par des éléments législatifs ou réglementaires, qui était en fin de compte un accord de gré à gré, où les aménageurs, dans un dialogue avec le ministère de la Culture, finançaient les fouilles archéologiques en préalable à l'aménagement du territoire. Ce système qui s'installe dans les années 80-90 est affermi et puis rentre dans le cadre législatif réglementaire en 2001, où est promulguée une loi dite sur l'archéologie préventive et où à ce moment-là, l'archéologie n'est pas de sauvetage. Les archéologues interviennent en amont des travaux d'aménagement dès qu'en fin de compte est présenté un projet d'aménagement. Et ces fouilles dites préventives qui se développent en 2001 et qui donc donnent naissance à l'INRAP, l'Institut national de recherche d'archéologie préventive, en 2002, sont des opérations en deux temps. Une première phase que vous voyez illustrée sur la droite, qu'on appelle les diagnostics, qui sont financés sur l'impôt et donc où l'INRAP et certaines collectivités territoriales font des sondages, environ 10%, sur les espaces qui peuvent être impactés par l'aménagement du territoire. Et ensuite, si ces sondages révèlent des vestiges archéologiques, la préfecture est en droit de demander la réalisation d'une fouille dite préventive, et cette fouille préventive est financée et payée par l'aménageur. On rentre dans un système entre nous de pollueurs-payeurs. La première phase d'un diagnostic fait par les archéologues, et s'il y a des vestiges, l'aménageur est obligé de financer. Les premières grandes opérations sont ce qu'on retrouve sur cette carte liées aux grandes périodes de grandes phases d'aménagement. Et voilà, les diagnostics, à quoi ça peut ressembler sur des espaces larges, aujourd'hui le canal Seine-Nord-Europe, les autoroutes, les TGV, mais également les lotissements et les ronds-points. Du coup, sur la gauche, je vous présente une carte inédite, une des rares qui ne soit pas empruntée à l'Atlas de Christian Gratello. C'est une carte qui représente 20 ans d'activité de l'INRAP sur le territoire national, c'est-à-dire 50 000 fouilles qui ont été réalisées en préalable à des travaux d'aménagement. C'est-à-dire, pour schématiser un petit peu entre nous, qu'en 20 ans, la France s'est transformée en site archéologique, là où il y a 30 ans, 95% des archéologues français travaillaient en Grèce, travaillaient en Italie, travaillaient au Proche-Orient. Aujourd'hui, 99% de l'activité archéologique est revenue sur le territoire national, ou du moins s'est développée sur le territoire national, et aujourd'hui est devenue un espace extrêmement large. Et on a mis en place, pour revenir plus précisément sur la notion d'interdisciplinarité, ce qui est intéressant, ce ne sont plus les archéologues qui disent « je veux travailler sur ce site-là pour illustrer mon discours historique » ou pour recueillir tel type d'objet, mais c'est l'archéologue qui intervient en lien avec l'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'y a pas un endroit en France où on ne construit pas des ronds-points, on le sait, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas de grand transept qui traverse le pays, et donc l'archéologue intervient en préalable. Et donc sur le terrain, il n'est pas là pour recueillir un objet dont il savait au préalable qu'il était là, mais il est là en fin de compte pour archiver une documentation. Et c'est en ce sens-là où l'interdisciplinarité rentre de manière forte, c'est que là aussi ça a changé la structuration des fouilles archéologiques, là où naguère une fouille archéologique était
responsable de fouilles universitaire, accompagné généralement d'un architecte pour faire les relevés, et ensuite d'étudiants ou d'ouvriers. Aujourd'hui, les fouilles archéologiques sont des laboratoires à ciel ouvert, des laboratoires hors les murs, entre guillemets, sur lesquels, sur le terrain, se retrouvent des géologues, des archéologues, des architectes, des anthropologues, et où on essaie tous de recueillir des informations avant que le site soit laissé libre à l'aménagement. Alors, la carte cumule l'ensemble des fouilles réalisées par l'INRAP depuis 20 ans et dans lequel on voit se dessiner les grandes artères qui ont été aménagées, les zones littorales suraménagées, les zones urbaines également densifiées. Peut être mise en contraste, en parallèle à une image empruntée à la classe de Christian Cartello, qui est celle du patrimoine officiel, c'est-à-dire qu'en 30 ans, la France s'est transformée en site archéologique et aujourd'hui, on a produit des archives partagées avec l'ensemble des chercheurs qui vient s'opposer à ce que l'on avait voulu pendant un moment donné pointer comme étant le patrimoine officiel, celui capable d'illustrer l'histoire de notre pays et dont on disait, ou on a pu dire que ce patrimoine était éternel parce que protégé par les monuments historiques ou protégé par un label UNESCO. Et juste en face, mais sans provocation, j'ai mis l'image de l'incendie de Notre-Dame, les réfections permanentes de l'amphithéâtre de Nîmes ou la grotte Cosquer dont on a parlé récemment pour montrer que ce patrimoine officiel et ce patrimoine dit éternel, il n'y a rien d'éternel, tout site porte en lui le début et probablement sa fin, et que donc l'archéologie préventive aujourd'hui, au-delà des sites impactés par l'aménagement du territoire, doit toucher aussi ces sites dits officiels qui étaient sanctuarisés. Pour donner un ordre d'idée, chaque année en France, c'est 700 km² qui sont aménagés. 8% de ces 700 km² font l'objet d'un diagnostic, d'un repérage, et 20% des espaces qui ont été sondés font l'objet de fouilles. C'est-à-dire que sur les 700 km², il y a 2% qui font l'objet de fouilles extensives et approfondies, c'est-à-dire des sites qui sont conservés et des sites dont on estime qu'ils peuvent livrer des archives et une documentation d'ordre patrimonial ou scientifique. Tout cela peut permettre d'établir une histoire longue de notre pays, du paléolithique jusqu'à la période contemporaine, sur l'ensemble de ces régions, de ces espaces, de ces territoires, tant en métropole qu'en outre-mer. Sur pour repointer sur l'interdisciplinarité, sur la documentation, ces 20 années de fouilles archéologiques auront profondément quand même modifié la perception et les modes d'analyse de cette documentation. Je citerai pour des périodes anciennes pour lesquelles je ne suis pas très spécialiste, quelques exemples qui peuvent résonner, notamment la connaissance sur le territoire national d'une autre espèce d'humain néandertal, la démonstration, on y reviendra tout à l'heure, grâce aux études ADN, que nous avons tous un petit peu de Néandertal en nous et que donc Sapiens a croisé Néandertal et qu'ils ont eu des échanges précis entre les deux. Tout cela, ça n'avait pas été vu d'un point de vue de la répartition géographique et les études, notamment d'ADN, n'avaient pas été développées. Cette archéologie préventive qui a permis d'enrichir les archives, mais qui est aussi une archéologie financée, a permis d'aller jusqu'au bout de ces analyses. Autre élément sur lequel on pourrait aborder sur la préhistoire, on pourrait tous établir une cartographie de l'art préhistorique, essentiellement à partir des grottes de la Vézère, de Cosquer que j'ai cité, ou de la grotte Chauvet. Or, l'archéologie préventive a montré qu'au-delà de ces grands sanctuaires préhistoriques, il existait aussi un art préhistorique que l'on retrouve largement dans tous les territoires. Et en bas à gauche, vous avez la représentation des statuettes découvertes récemment à Amiens ou des fouilles menées en Angoulême qui montrent qu'au-delà des grands sanctuaires préhistoriques, l'art était présent sur de nombreux sites. Et puis, autre élément, c'est la fouille de droite qui présente des carrières
terres d'exploitation du silex. Cette archéologie préventive a permis aussi d'illustrer pour la préhistoire des domaines économiques qui étaient peu connus, c'est-à-dire au-delà des tombes, au-delà des habitats, voire des sanctuaires. On connaît aussi les espaces de production, tant agricoles que dans la recherche des matériaux. Pour les périodes protohistoriques, l'âge du bronze, l'âge du fer, là aussi, les grandes opérations, notamment les fouilles de Lavaux près de Troyes, qui ont permis de découvrir une tombe d'un prince celtique de près de 4 hectares, ont été des véritables, je parlais tout à l'heure, de laboratoires à ciel ouvert. La fouille de Troyes, en haut à droite, c'est une fouille qu'on a réalisée il y a quelques années dans l'espace de Marc Avenue, ces grands magasins de soldes et de marques dans la banlieue de Troyes, où on a retrouvé une tombe de 4 hectares qui était la tombe d'un prince celtique dont les restes humains étaient parfaitement conservés, dans lequel on a retrouvé des traces de tissus, dans lequel il y avait du mobilier importé de mer Noire, d'Étrurie et de Grèce déposé dans la tombe, et où on a pu mettre en œuvre tout un registre d'études, des études concernant la provenance du vin conservé dans le grand vase découvert dans le Grand Chaudron qui a été découvert à Lavaux, des études ADN sur les restes du personnage qui était enfoui, les études sur les tissus, les études sur l'environnement. Et grâce à la fouille de Lavaux, on a pu aussi voir, d'où l'illustration en bas à droite, tout ce qui nous manquait dans une fouille réalisée 60 ans avant, la fouille de Vix en Champagne, qui correspond à même type de tombe. Donc on peut à la fois voir ce que l'on faisait il y a une soixantaine d'années, quand l'archéologue était là uniquement pour recueillir un bel objet et faire un musée autour, le cas de la tombe de Vix, et aujourd'hui, tout ce que l'on peut développer comme étude sur le plan de l'environnement, sur l'économie, sur la société et sur l'objet qui parfois avait été écarté par les archéologues, c'est-à-dire l'humain. Pendant souvent, les archéologues ont fouillé les tombes pour l'architecture et pour le mobilier qui était à l'intérieur, et où on s'intéressait peu à l'anthropologie, à l'étude même des restes humains, à la santé, à la nature des personnages, à leur vie, etc. Et aujourd'hui, à l'INRAP, on a près de 60 anthropologues, des gens formés en médecine, qui travaillent avec nous dès le terrain pour acquérir les données et ensuite pour les analyser. Passons sur les périodes récentes où là aussi on a pu étudier dans des espaces qui pour jusqu'à présent étaient peu étudiés. En dehors des villes romaines classiques, on a pu étudier les zones économiques et voir comment l'espace romain avait réaménagé ce monde gaulois, et on a pu même au cœur de Paris, dans le jardin de Luxembourg, propriété du Sénat, presque un petit clin d'œil, parce que au Sénat et dans le jardin de Luxembourg qui appartient au Sénat, la loi sur l'archéologie préventive ne s'applique pas de par le caractère propre du Sénat, mais de manière volontaire, les sénateurs antoniesques pratiquent des fouilles lorsqu'ils ont arraché les marronniers dans ce secteur-là, et donc on a pu là aussi illustrer une vie à Lutèce. Passons sur les périodes de l'Antiquité tardive et du Moyen-Âge pour dire que cette archéologie court jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, voire la fin du XXe siècle, où la préfecture, les DRAC, peuvent prescrire des opérations. Dans le caractère interdisciplinaire, la fouille n'est pas donc un site connu dans lequel l'archéologue se déplace avec sa pelle et sa pioche et ses étudiants, mais des sites qui sont repérés par des moyens dont on entend de plus en plus parler, notamment le LIDAR, dans les Outre-mer, où c'est largement utilisé en Guyane, mais également sur le territoire national, où donc ces études réalisées par radar aéroporté permettent d'avoir une illustration des microtopographies du sol, et autant en Guyane de révéler la présence de villes, d'habitats, de jardins sous une forêt qui était qualifiée pendant longtemps de primaire, que sur le territoire national, en l'occurrence à la pointe de Hoc, de localiser l'ensemble des trous d'hommes liés à des lignes de défense de la Deuxième Guerre mondiale.
Ce type d'opération LIDAR est souvent associé à des études de géophysique et de géoradar pour repérer dans les espaces que je qualifiais tout à l'heure de diagnostiques leur potentiel archéologique et révéler des vestiges. Et ce type d'exploration géophysique et géoradar a même été réalisé de manière novatrice suite à l'incendie de Notre-Dame, où on a pu retrouver dans les sous-sols de Notre-Dame les espaces avec un potentiel archéologique, les traces du rempart du Bas-Empire, sans avoir une action, dans un premier temps, intrusive de démontage des sous-sols et d'observation en profondeur. Et là aussi, c'est un élément important aujourd'hui. Les méthodes géophysiques permettent de plus en plus à l'archéologue de rester hors des vestiges enfouis, parfois donc de les analyser, de les expertiser sans avoir à les dégager. Passons sur, après les décapages, la mise en place de ces mêmes techniques pour repérer des objets de manière plus précise. Et donc aujourd'hui, les 2200 chercheurs de l'INRA comportent des spécialistes des grandes périodes, on peut s'attendre pour des archéologues, mais également donc des infographistes, des géophysiciens, des anthropologues, des archéozoologues, des palynologues, des anthropologues, donc les sciences de la Terre, mais également les sciences naturelles au sens large et les sciences physiques qui permettent de recueillir les informations. Je crois que le petit bouleversement, il est là. Ce n'est pas l'archéologue qui va chercher un élément, c'est l'archéologue qui recueille des archives et qui ensuite essaie de le partager avec ses partenaires, CNRS, universités et autres. L'impact est important. Je parlais tout à l'heure des 50 000 opérations menées sur le territoire national depuis 20 ans. Il y a des secteurs dans lesquels on a l'impression que l'aménagement a peu marqué, mais il y a des endroits où il est extrêmement puissant, notamment voilà, dans la région de la plaine de Caen, où sur 20 ans, chaque opération, même sur un espace limité, permet en fin de compte de capturer une image du sous-sol et sur 20 ans de rétablir une analyse de l'occupation spatiale du néolithique jusqu'à la période récente. Ces opérations sont menées dans des endroits où il y a un fait générateur, l'homme qui aménage et donc l'aménageur qui est capable de financer l'opération. Mais aujourd'hui, il y a aussi des applications de l'archéologie préventive dans des endroits où l'agent fédérateur, le fait générateur n'est pas l'homme directement, mais en l'occurrence des modifications du climat avec sur la zone littorale qui ont été largement occupées depuis la préhistoire, des modifications importantes qui sont réalisées et sur lequel on s'aperçoit qu'effectivement les variations des lignes littorales mettent au jour des vestiges archéologiques et qu'il est important aujourd'hui d'analyser de façon urgente, alors même qu'on essaie de protéger ce littoral et où, d'un point de vue modeste de l'archéologue que je suis, les systèmes comme les enrochements ou les rechargements modifient en fin de compte souvent des éléments de courant qui viennent éroder d'autres espaces un peu plus au nord ou un peu plus au sud. Et de fait, les archéologues aussi enregistrent des données relativement précises sur l'évolution des formes sur le littoral et donc qui peuvent aussi nous nourrir, sur les changements climatiques ou les modifications du littoral avant les grands impacts que l'on présente aujourd'hui. Donc peut-être relativiser ce qui se passe aujourd'hui sur le temps long, montrer comment les populations ont réagi à ces modifications sur la période passée, et peut-être grâce à cette cartographie qui mériterait d'être un peu mieux illustrée, d'être plus pédagogique, inscrire dans la mémoire dans le cerveau de nos citoyens les zones sensibles depuis longtemps et qui peuvent être aujourd'hui des zones sensibles alors qu'elles subissent un impact fort d'un point de vue de l'urbanisation.
Ces endroits, d'un point de vue sur les zones littorales, sont aussi des endroits avec un potentiel archéologique extrêmement fort, vu qu'on retrouve des vestiges relativement bien conservés, la céramique, mais également donc, le bois, les végétaux, les tissus, voire des informations liées au pollen ou aux insectes qu'on retrouve sur la fouille. Et par définition, ces approches sur le littoral sont forcément pluridisciplinaires et permettent d'aller loin dans ces études. Alors, passons rapidement sur les méthodes mises en œuvre aujourd'hui, qui sont les méthodes d'analyse et notamment la mise en place de datation absolue, parce que souvent sur ces fouilles, on n'a pas tout le site. Et donc, pour pouvoir dater, on s'accroche à des éléments, notamment l'utilisation de carbone 14 à partir des documents archéologiques que nous avons retrouvés. Les études sur les ADN qui sont en plein essor et qui font l'objet, entre nous, d'une pression extrêmement forte. L'INRAP fouille chaque... Je parle trop? La pile est épuisée. C'est peut-être moi qui est trop... Pardon. Un des deux micros qui est plus clos. On va dire une chose, merci beaucoup. Donc, juste, je signalais que l'INRAP, chaque année, fouille 5000 sépultures en métropole et en outre-mer, et que donc on capitalise des informations extrêmement importantes sur les populations passées, et qu'aujourd'hui, on est contacté en permanence par des grands laboratoires qui veulent étudier l'ADN de ces populations passées à des fins d'études de la santé, mais également pour notamment l'espace ultramarin, pour problèmes d'assurance maladie, etc. En fait, on essaie d'avoir une cartographie et une étude des origines et des pathologies sur l'ensemble des espaces. Donc là, un fort potentiel avec des études purement historiques réalisées en interne, mais également donc, des archives extrêmement fortes pour l'extérieur. Ces études vont de l'infiniment petit, là aussi ça a transformé la notion d'objet archéologique. Là où l'objet archéologique était une colonne, un vase, voire un crâne, aujourd'hui c'est de l'ADN, c'est du pollen, c'est de la micromorphologie, donc ça intéresse d'autres disciplines, d'autres approches, et ça a complètement fait éclater la notion d'objet archéologique, mais c'est aussi des objets qui sont devenus extrêmement larges. Là où on étudiait une tombe, une maison, aujourd'hui on étudie une nécropole, une ville, un territoire. Donc ça élargit les objets d'étude en tant que tels. Je passe sur la mise en place d'outils empruntés à l'imagerie numérique pour étudier des micro-traces qui étaient peu visibles jusqu'à présent. Un espace aussi qui était peu étudié et pour lequel le potentiel est fort, d'autant plus que depuis 4 ans, la loi sur l'archéologie préventive s'étend aussi à cet espace qui est l'espace marin. La France est propriétaire, entre guillemets, du deuxième, possède le deuxième territoire maritime au monde. Et aujourd'hui, l'archéologie se déplace du littoral où on fouillait les ports et les épaves échouées sur des espaces extrêmement lointains et profonds, notamment liés à la mise en place de câbles sous-marins, de parcs éoliens et autres, et où on commence à réaliser des fouilles à plusieurs centaines de mètres de profondeur grâce à l'utilisation de robots qui permettent de faire accéder à des niveaux extrêmement profonds et recueillir des informations là où les femmes et les hommes ne peuvent pas aller. Passons sur des éléments d'intelligence artificielle comme manœuvre pour analyser l'ensemble de ces informations, parce que donc 50 000 sites, c'est des millions d'objets, des archives qui sont produites chaque année en très grand nombre, et donc ce qui est important, c'est le repérage des sites, la prise en compte de ces données, mais aussi leur gestion, leur analyse et leur mise en perspective. Pour finir,
un objet d'étude particulier dont on a beaucoup parlé, Notre-Dame de Paris, suite à l'incendie qui a marqué toute l'humanité, et avec une fouille récente réalisée à la croisée du 37, un endroit où va être mis en place un échafaudage de 100 mètres de haut et de 700 tonnes pour reconstruire la voûte et la flèche de Notre-Dame, et donc échafaudage qui va impacter le sous-sol, et où on a pu découvrir le jubé de Notre-Dame, le jubé du XIIIe siècle, détruit à la période moderne, dont vous connaissez un fragment présenté au Louvre et quelques fragments conservés à Notre-Dame. Voilà le fragment du Louvre. Et vous allez voir que les vestiges qu'on a retrouvés en très grand nombre, probablement la quasi-totalité du jubé lors de ces fouilles, révèlent des éléments d'art gothique de belle qualité à la hauteur de Notre-Dame au XIIIe siècle, mais surtout des éléments de peinture qui étaient totalement absents. Voilà, au XIXe, quand Viollet-le-Duc a découvert le fragment de jubé, la première réaction a été de le rendre blanc, parce qu'une pièce d'archéologie de musée devait être blanche. Et en l'occurrence, là, on retrouve toute la polychromie conservée sur ces blocs. Et puis, un élément dont on a beaucoup parlé, c'est la découverte de ce sarcophage du XIVe siècle qui recèle les restes bien conservés d'un défunt, les tissus, des éléments encore de matière organique, des éléments végétaux. Sa tête repose sur un petit coussin en buis. Et donc, on a prélevé le sarcophage qui a été amené à Toulouse et qui va être étudié par l'Institut médico-légal avec là aussi tout un cortège de spécialistes pour pouvoir, au-delà de la préservation de ce sarcophage qui aurait été totalement détruit, étudier l'ensemble des éléments sur, bien entendu, le défunt, son sexe, ses pathologies, mais également étudier peut-être une histoire de l'embaumement pour ces périodes-là, ce qui était peu connu. Toute cette archéologie ne servira à rien si elle n'était pas partagée avec le public. Donc l'INRAP développe depuis sa création une politique d'échange un petit peu décalée par rapport à ce qui se fait dans le monde universitaire ou le CNRS ou l'université, adressée à l'ensemble des territoires. Il y a des endroits dans notre pays où il n'y a pas d'université, où il n'y a pas d'amphithéâtre, où il n'y a pas de bibliothèque. Or, partout en France, il y a des ronds-points. Et donc, on essaie de faire une archéologie à l'endroit où on a fouillé pour partager avec les citoyens, d'où la mise en place, le législateur, quand il a créé l'Institut et quand il a mis en œuvre l'archéologie préventive, n'a pas prévu de musée pour présenter ces vestiges. Donc, en fin de compte, on est obligé de présenter et de partager ces découvertes partout où on les réalise, d'où chaque année plusieurs dizaines d'expositions qui sont réalisées au niveau national, et puis le développement de thématiques en lien avec le printemps de l'interdisciplinarité, vu qu'on essaie sur cette archéologie-là, qui aborde une vision originale de l'histoire de l'humanité, d'interroger, je passe sur les journées de l'archéologie qu'on anime dans 15 jours, cette archéologie donc présentée sur l'ensemble des territoires et sur les lieux où on fouille, mais également la mise en place d'analyses transversales où on essaie de confronter notre discipline à l'origine purement historique avec d'autres thématiques à partir des informations recueillies sur ces opérations. Donc, chaque année, la mise en place d'un colloque où on confronte notre discipline à d'autres sciences, donc un volume sur l'archéologie de la santé, un volume sur l'archéologie des migrations, sur l'archéologie des climats sur le long terme. Et au-delà de ces colloques savants, le prochain sera sur l'archéologie des territoires au Sénat à l'automne. On met en place des expositions sur des thématiques proches, alors des expositions sans objet, et notamment donc on a réalisé cette exposition sur l'archéologie des migrations. Il y en a une autre sur l'archéologie de la santé, sur l'archéologie de l'aménagement, qui sont des expositions dupliquées et que l'on diffuse dans les écoles, dans les collèges, dans les halls des grandes entreprises pour confronter le citoyen à ces thématiques.
et notamment récemment une belle enquête menée par une collègue Valérie Delattre sur la place des handicapés du Paléolithique jusqu'à nos jours, retrouver les traces du handicap, analyser la place que faisaient les sociétés passées pour les handicapés, ou la place réduite ou la place importante, mais montrer que cela existait. C'est un dossier extrêmement riche, mené de manière sensible, et vous voyez qu'il a quand même intéressé M. Mbappé. C'est peut-être une de ces raisons pour lesquelles il est resté au PSG. Voilà, c'était juste pour présenter un tableau général de cet aspect, pardon d'avoir un petit peu débordé. Merci beaucoup pour ce panorama qui est effectivement extrêmement dense, extrêmement riche. Je vais passer la parole à la salle ou aux personnes connectées pour d'éventuelles questions ou remarques. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci pour cette présentation très intéressante. J'avais une question par rapport à l'aménagement urbain en relation avec les travaux que vous avez réalisés. Par rapport au cas de Troyes, par exemple, je me demandais finalement, qu'est-ce qui va décider qu'après des fouilles, on va dire, on poursuit l'aménagement qui était prévu, ou pas, en fait, qu'est-ce qui va déterminer la nécessité de garder l'espace physique, et qu'est-ce qui va déterminer, qu'est-ce qui va déterminer ça? Alors là, c'est une question piège. Si j'étais habile, je n'y répondrais pas. Comme je ne suis pas très habile, je vais vous répondre. C'est un vrai souci. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la loi sur l'archéologie préventive en 2001 a été une loi complémentaire. C'est-à-dire que normalement, la loi de 1945 s'applique toujours et la protection du patrimoine, qui est un bien commun, normalement devrait s'appliquer partout. C'est-à-dire que dès qu'on fait un diagnostic, et on en fait 2000 par an, les collectivités en font 5 ou 600. Quand on trouve un site archéologique, on devrait pouvoir dire là, il y a un site archéologique, il est bien conservé, il a un potentiel heuristique, il a un potentiel patrimonial ou scientifique, on le conserve, ou là, on ne le conserve pas, on décide de fouiller. Pour être honnête, et je le dirai à voix basse pour pas qu'on nous entende, depuis 10 ans moi, que je pilote l'INRA, je n'ai pas vu 3 sites pour lesquels le préfet ait dit stop, là on conserve. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans la quasi-totalité des cas, on fait confiance, entre guillemets, aux archéologues pour préserver par l'étude. C'est ça le concept de l'archéologie préventive. On dit il y a un site, il est là, les archéologues sont les garants de la qualité de la fouille, de la conservation des vestiges et de leur mise en perspective. Alors, si j'étais que heureux de cette question, je vous dirais c'est parce que mon équipe est extraordinaire, ce qui est le cas, qu'on est hyper performant, hyper réactif, qu'en plus on sait lier des conventions avec le CNRS et l'université, qu'on sait conserver certains vestiges pour pouvoir les étudier, nous, en laboratoire plus tard. Donc si j'étais politiquement correct, je vous répondrais ça. En fin de compte, c'est parce qu'en fin de compte, on ne souhaite pas freiner l'aménagement du territoire en tant que tel, que l'aménageur aujourd'hui a vu que l'archéologue n'était pas un empêcheur et que pour si peu qu'on lui donne des moyens, il était capable dans les temps de démonter le site archéologique, et que le même archéologue sait qu'un site archéologique qui est conservé, c'est celui qui est étudié, et donc il est presque intéressé par la fouille de ce type-là. Donc ça nous responsabilise, mais ça freine peu. Dans le cas de Troyes, la tombe de Lavaux, sur laquelle je suis passé trop rapidement, mais bon, les images ont beaucoup circulé, c'est une découverte de niveau européen. On connaît ces tombes celtiques de cette qualité au niveau européen, on en est 3-4. En Allemagne, s'il est évident, en Suisse, c'est évident que le site aurait été classé de le diagnostic. Voilà. Et on aurait dit, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on met un parc archéologique, on met un musée à côté.
Là, il y a un Chaussland, et puis voilà. Alors, ceci dit, ça veut dire que dès le diag, quand on sait qu'on va réaliser la fouille, ça nous oblige justement à mettre en place une équipe réellement pluridisciplinaire. Ça nous oblige à analyser ce qu'on peut savoir aujourd'hui, mais aussi à conserver des archives qui seront exploitées demain. Mais voilà, votre question était simple, ma réponse est un peu trop compliquée. On devrait pouvoir aujourd'hui mettre en place des sites, des moyens de conservation plus simples, c'est-à-dire prévoir des zones de conservation de vestiges avec autant de force et de moyens que l'on en a pour les fouiller. Moi, j'avais en tête, j'avais écrit ça il y a quelques années, mais je n'ai pas été suivi, donc ça ne doit pas être une bonne idée, de s'adosser sur le conservatoire du littoral, qui potentiellement, grâce à des moyens autres, des moyens de fondation, peut protéger des sites, pas uniquement sur le littoral, on pourrait protéger des sites dans le cadre du conservatoire du littoral, au Larzac ou sur le Puy-de-Dôme. C'est pas impossible. Et donc, à la limite, profiter d'endroits où un diagnostic a livré un vestige archéologique, on sait qu'il est là, à ce moment-là, on achète le site sans qu'il soit fouillé et on profite de l'espace en surface pour en faire un espace de biodiversité. C'est-à-dire que le prétexte, et on protège ce qui est en dessous et on profite de ce qui est en dessus. L'idée me paraissait bonne, j'ai écrit là-dessus et j'essaie de le faire plus finement que je viens de vous le résumer. Ça n'a pas marché. Parce que quand vous voulez faire une autoroute, vous allez tout droit. Quand vous voulez faire une ligne de métro, la ligne 15, bah, vous faites la ligne 15. Et quand vous voulez faire un stade pour accueillir les Jeux Olympiques, vous faites le stade pour accueillir les Jeux Olympiques et vous exploitez la carrière à côté. Mais c'est quelque chose, alors peut-être, je termine, peut-être que c'est parce qu'on valorise trop, je ne dis pas trop bien, trop nos résultats. Et que donc le citoyen n'a plus l'impression qu'on lui spoile qu'on lui vole son patrimoine et qu'on le détruit. On dit, tiens, l'INRAP est là, ça va être bien. Donc, à ce moment-là, c'est nous qui sommes les premiers acteurs et c'est nous qui démontons. Et ensuite, quand l'aménageur vient derrière, met sa voie ferrée, met son rond-point, on a oublié le site archéologique. Peut-être qu'il faudrait y avoir plus de conscience. Parce que, inversement, en Italie, vous êtes dans la plaine du Pau, vous avez une autoroute, à un moment donné, c'est tout plat, vous voyez qu'elle tourne, vous ne comprenez pas pourquoi, c'est parce qu'il y a 2 villas romaines. Voilà. Et si à Rome, il y a 2 lignes de métro, il n'y en a pas 15 comme à Paris, c'est parce qu'on estime qu'une ligne de plus castrait du patrimoine, et que le patrimoine endure, réel. Le potentiel patrimonial à Rome est un atout économique, touristique, mais aussi ancré dans l'esprit que le patrimoine, ça ne se démonte pas. Nous, on a fait la démonstration qu'on pouvait démonter le patrimoine, qu'on pouvait partager la connaissance et que la meilleure conservation, je citais l'exemple de Notre-Dame de Paris tout à l'heure, est l'étude. Un site étudié, on peut transmettre la connaissance. Un site qu'on sanctuarise, dans tous les sens du terme, par définition, on peut perdre la totalité de la connaissance, une grande partie. Merci beaucoup pour cette réponse complexe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que sur, oui. Bonjour, je suis Andy Maza, je suis chargée de mission à l'Université de Capitole, où il y a eu récemment une grande intervenue parce qu'il y a des fouilles sur un des parkings qui font partie c'est un endroit où l'université va construire un bâtiment. Et en échangeant avec en fait, l'archéologue qui était en charge en fait, de valoriser ces fouilles en faisant organisant des visites pour le personnel de l'université, j'avais eu un peu l'impression que, en tout cas, ma compréhension de ce qu'elle me disait, c'était que finalement, souvent les métiers de l'archéologie étaient par essence presque au moins bidisciplinaires, si pas interdisciplinaires. Vous avez présenté l'archéologie un peu comme un grand champ, mais qu'à l'intérieur, les archéologues, finalement, ils avaient toujours une spécialité, je ne sais pas, ça peut être plus, je ne sais pas, une discipline qui va s'intéresser aux ossements d'un point de vue, je sais pas, ce que ça peut nous révéler sur son alimentation, ou alors sur le logement. Parce que je veux dire, c'est que la discipline archéologie, finalement, ça incitait toujours à
à devoir s'associer à une autre discipline pour mieux comprendre. Est-ce que c'est une compréhension finalement qui est... Dans l'idéal, ça pourrait être ça. En fin de compte, c'est tout autre. Moi, mon maître était le spécialiste de Délos hellénistique et il savait presque tout sur presque rien. Il me parlait, moi, la première fois que je suis allé à Délos, je connaissais tout sur l'île, ça m'avait frappé. C'était la première fois que j'y mettais les pieds. Et 3 ans de cours avec lui à l'université Paul Valéry, je connaissais tous les centimètres carrés. J'avais l'impression de ça. L'archéologue était celui qui savait presque tout sur presque rien. Aujourd'hui, sur le terrain, ce n'est pas celui qui connaît presque rien sur presque tout, c'est celui qui a su s'associer avec quelqu'un d'autre. Mettons, je vais essayer une fois de répondre rapidement, je citais tout à l'heure l'exemple des fouilles des tombes. Jusqu'aux années 1990, les archéologues n'étudiaient pas 1990, les restes humains. On étudiait un dolmen, c'était l'architecture, on recueillait les objets, on allait à l'Égypte, c'est la même chose. Il a fallu dans les années 1990 que se développe l'anthropo-archéologie, mais ce n'est pas l'archéologue qui est devenu médecin, c'est les médecins qui sont devenus archéologues. Ça s'est souvent fait dans ce sens-là. Et c'est eux qui, à ce moment-là, ont dit, tiens, là, il y a un potentiel pour étudier l'évolution de la situation sanitaire des populations, pour faire de la démographie. Et donc, c'est eux qui sont venus à l'archéologie. Donc, moi, je suis persuadé que le grand potentiel de l'archéologie, ce n'est pas que l'archéologue devienne pluridisciplinaire, c'est que l'archéologue s'associe à d'autres, qu'il soit que l'archéologue classique, un peu vieille école comme moi, soit remplacé par d'autres spécialistes. Aujourd'hui, voilà, on a chez nous des gens qui travaillent sur l'ADN. Par définition, ce n'est pas des formations d'archéologue en tant que tel. Et du coup, par exemple, là, comme vous disiez, je ne sais plus c'était quoi, l'exemple que vous avez pris, où c'est la médecine légale, disons, qui s'est intéressée à l'archéologie, ça nécessite quand même une formation sur les 2 fronts. C'est-à-dire que le médecin... Là, en l'occurrence, Eric Rubézy, qui est professeur à l'Université Paul Sabatier à Toulouse, qui va prendre en charge avec les collègues de l'INRAP l'étude du sarcophage de Notre-Dame, est intéressé pour les populations anciennes. Mais en revanche, c'est un médecin légiste. C'est un médecin légiste, mais lui-même a conscience qu'une fois qu'il va ouvrir le sarcophage et qu'il va étudier les restes humains seront développés. On sait, parce qu'on a mis en place on a fait passer une petite caméra pour savoir ce qu'il y avait dedans. On sait que le personnage est dans des tissus, et là, lui, il n'est pas compétent. Donc, il y aura un spécialiste des tissus pour pouvoir les analyser à ce moment-là. Tout de suite, étudier les pigments, parce qu'on sait qu'ils vont partir très rapidement. Je vous ai dit qu'il y avait du buis sous la tête. Lui, il a beau être merveilleux médecin légiste, c'est pas sa spécialité d'étudier la botanique. Donc, quand on va ouvrir le sarcophage, il y aura autour de lui un cortège de spécialistes ou des contacts avec des laboratoires pour essayer d'étudier au mieux ce que l'on peut étudier aujourd'hui à partir des questions que l'on se pose. Il y a sans doute des choses pour lesquelles on va passer à côté et où on va essayer de conserver des archives et des documents pour éventuellement les exploiter plus tard. Voilà. Merci beaucoup. D'autres questions sur le chat non plus? Ok. Écoutez, je vous propose d'en rester là. Merci beaucoup. Merci à vous.